Bonjour tout le monde. Une question se pose maintenant que nous avons un rythme de croisière. Il y a une question qui se pose que j'entends depuis, je ne vais pas dire un mois ou deux, mais parce qu'elle est apparue graduellement, pas d'un coup d'un seul, elle est apparue. C'est, on a beau s'appeler crise, on se rend, et c'est une bonne chose que nous nous appelions de la sorte, hein, bien sûr. Je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas. Il y a beaucoup d'appelantes et d'appelantes, n'est-ce pas, qui ne nous appellent pas au plus vif de la crise, au plus vif de ce qui traverse comme crise. Ils ne nous appellent pas sur le modèle, à dire vrai, pas toujours crédible, de je vivais un ciel serein, et puis il y a eu un coup absolument fatal, extraordinaire, qui fait que je vis une tempête. J'ai plus le sentiment, ça n'épuise pas tous les appels que l'on reçoit et ça ne prédit en rien que tous les appels que nous allons recevoir soient de cet ordre. Mais j'ai plus le sentiment d'un mouvement graduel où la plainte dont je parlerai au mois de mars révèle au fond un malaise lancinant qui accompagne ces appelants depuis très très longtemps. Malaise avec lequel peut-être ils avaient pris l'habitude de vivre, que peut-être les situations plus rudes de notre existence, la Covid, la guerre, l'inflation, les motifs d'inquiétude ne manquent pas. Peut-être que cette accumulation de sources d'inquiétude légitimes active les choses. Et peut-être aussi, et là ça concerne le dispositif et pas des généralités sociétales ou sanitaires, le fait d'avoir un interlocuteur concerné par la densité individuelle de chaque cas, qui, je crois, est une des caractéristiques, pour ne pas dire un des privilèges de la plateforme, eh bien, ça amène à des prises de conscience. C'est-à-dire que même si l'on pense, qui est tout à fait justifié, que la période Covid peut être sanitairement bouclée, en tout cas sanitairement dédramatisée. Psychiquement dédramatisée ne l'est pas totalement, qu'évidemment d'autres facteurs, c'est pour ça que c'est bien qu'on ne s'appelle pas SOS Covid, nous font vivre des états de crise, mais qu'il appartient aussi, et ça c'est notre responsabilité parce que c'est notre richesse, que la plateforme SOS Crise, comme elle crée des accueils très personnalisés, non pas parce que ce serait toujours le même répondant qui reçoit le même implant, mais parce que l'accueil de chaque coup de fil va directement chercher, on pourrait appeler la vérité de la situation de la personne qui appelle. Eh bien, cela, et même si ça nous étonne, permet d'accentuer ce qui, dans la plainte, mérite, selon la personne qui parle, parce que nous, évidemment que ça mérite, mais ce qui, dans la plainte, mérite d'être entendu. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment de surprise. Dans ma plainte, il y a quelque chose qui mérite d'être entendu sans que je sois renvoyé à une généralité. Sans qu'on me dise, vous parlez comme ça parce que le Covid, c'était difficile pour tout le monde, vous parlez comme ça parce que les temps sont durs, vous parlez comme ça parce qu'il y a la guerre, etc., etc. Même si Covid est une plaie, même si la guerre est une catastrophe, et même si les temps sont durs. Bon. Et alors, de quoi quelqu'un se plaint? Ben, il se plaint du manifeste, de l'aspect manifeste de son existence. De ne pas pouvoir aimer assez, de ne pas être assez aimé, des difficultés quotidiennes, des angoisses, tout ça. Et nous sommes aussi dans quelque chose de compliqué, là. Parce que si on entend bien la plainte, on entend qu'il y a dans la plainte, je dirais, quelque chose de légitime. La parole est légitime, je ne dis pas qu'elle est illégitime, mais quelque chose de légitime un peu superficiellement à nos oreilles,
Parce qu'on se dit, si je me mettais à sa place, je serais également dans la panade et je pourrais me plaindre aussi. Voilà. Et puis on tombe sur un os. Chez certains appelants, pas chez tous. Le fait que certains soient compris dans les difficultés manifestes, importantes et réelles qu'ils traversent, leur suffit parfois à retrouver l'énergie pour, pour tenter de s'en sortir avec notre bienveillance. Bon. Mais pour d'autres, on trouve que dans la plainte, il y a quelque chose que les psys, peut-être de façon lapidaire, mais tout de même de façon avertie, appellent l'attachement à la plainte. Ils sont attachés à leur plainte. C'est-à-dire qu'après tout, ils ont besoin de se plaindre de l'autre parce que, d'une certaine façon, si je me plains de l'autre, ça indique que l'autre ne me lâche pas. Il n'est pas gentil, il me casse les pieds, il me trompe, il ceci et cela. Mais au moins, il ne me lâche pas, il ne me laisse pas tomber. Bon. D'autre part, dans toute plainte, et là c'est le psy qui parle, avec ce que ça peut avoir d'agaçant, de réducteur, mais je crois pour notre travail de nécessaire, c'est pas pour faire le malin, c'est parce que je pense vraiment que c'est nécessaire, vous voyez. Ce dont le sujet, la plupart du temps, demande à être débarrassé, c'est quelque chose qu'il ne comprend pas et qui s'appelle la culpabilité. Alors, il y a deux aspects de cette culpabilité. Il y a la culpabilité consciente qui passe par des autoreproches. J'aurais dû faire attention. Et parfois, ces autoreproches, évidemment, sont justifiés. J'avais quelque chose d'important à faire, une demande d'emploi, une déclaration d'amour, que sais-je, une conférence, et puis je me suis saoulé la gueule. Je suis arrivé, j'étais dans un état lamentable. Et ben, j'ai pas eu le job. Et j'ai pas pu parler en public. Et la fille ou le mec que je courtisais, il s'est dit, je veux pas d'une épave pareille. Bon. Évidemment, on peut se sentir coupable parce qu'on s'est mis des bâtons dans les roues. Il n'empêche que ça ne fait que pousser la question un peu plus loin, à savoir pourquoi je me suis mis des bâtons dans les roues. Et assez souvent, nous avons ces deux espèces de culpabilité, à savoir j'ai fait le con, j'ai fait l'imbécile. Bon, je ne voudrais pas faire résonance à une actualité qui défraie la chronique et qui réjouit le voyeurisme en blanc, mais je n'aurais pas dû prendre la bagnole avec de la coke, de l'alcool dans le sang. Évidemment que c'est dangereux. Bon, on le sait tous. Là, on a trouvé quelqu'un à qui on pouvait couper la tête, on est content. Bon. Et le drame est atroce. Bon. Mais c'est vrai que nous avons, et c'est peut-être arrivé à chacune et chacun d'entre vous, après tout, des moments où on a saboté nos chances. Voilà. Et on se sent honteux, on se sent coupable d'avoir saboté nos chances. Voilà, tout le temps. Je veux faire une compétition sportive, et bien, il se trouve que peut-être par peur de réussir, je fais la noce. Peut-être par peur de réussir. Ou peut-être pour pouvoir me dire, oh ben, si je suis dernier à la course, c'est parce que j'ai fait le con. J'aurais pas fait le con, j'aurais été premier. Non, peut-être Toto, tu n'aurais pas fait le con, tu serais resté dernier quand même. Bon. Donc, on a tous des moments où on se dit, voilà, je n'ai pas agi dans le sens de mon intérêt, voire dans le sens de l'intérêt d'autrui pour cette atroce histoire d'accident de la circulation. Voilà, qui est quand même nous sidère tous, parce que le battage est fait pour. Mais tout cela ne fait que retoquer la question. C'est-à-dire pourquoi je me nuis. Je me sens coupable de m'avoir nui. Je me sens coupable d'avoir nui à autrui. J'aurais dû empêcher mon gosse de faire des conneries, etc. Bon. On ne peut pas rester à ce simple niveau de la conversation. Il faut l'entendre, il faut y répondre. L'entendre comment, y répondre comment, vous allez toutes et tous trouver vos solutions. J'en donnerai néanmoins les grandes lignes. Mais il faut aller plus loin. Néanmoins, il faut l'entendre. Il faut l'entendre en disant quelque chose de très simple, de trop simple.
mais pas idiote, pas inutile. Est-ce que la personne se reproche de ne pas avoir fait ce qu'elle aurait pu faire? Ou est-ce que la personne se reproche de ne pas avoir fait ce qu'elle n'aurait pas pu faire? Bon. Et ça, c'est très important pour le reproche, évidemment. Je peux me reprocher de ne pas avoir fait ce que j'aurais dû faire, de ne pas m'être reposé assez alors que j'ai quelque chose de très important à faire le lendemain. Bon. Je peux me reprocher de ne pas avoir fait des économies suffisamment et que, même si les temps sont durs, chose, tout d'un coup, il n'y a plus rien à becter à la maison. Voilà. Je peux me reprocher, comme dans les grands mélodrames, d'avoir dilapidé l'argent du ménage en jeu, et puis qu'est-ce qu'on va bouffer? Des patates et encore, elles sont chères, etc., etc. Bon. Et là, le sujet va articuler culpabilité et responsabilité. Je suis responsable. Je suis responsable, et donc oui, là, nous avons à travailler ça. Pourquoi? Au fond, vous n'avez pas pu honorer, au fond, ce qu'implique telle ou telle position dans le couple, vis-à-vis des enfants, dans le travail, vis-à-vis des parents. Bon. Là, les Chinois, ils sont très forts, ils disent pourquoi tu n'as pas été à la hauteur de la piété filiale version confucéenne, qui après tout est un excellent bouquin. Bon. Et puis un autre moment, et ce sera là, si vous voulez, ma porte d'entrée vers la culpabilité inconsciente, mais auparavant de l'ouvrir, je reviendrai à ce qu'on peut faire ou pas faire. Il y a un autre moment, si je dis, si j'avais pu, je me sentirais pas coupable. Mais si j'avais pu, euh, si j'avais pu empêcher que quelqu'un frappe l'autre, alors que j'étais absolument incapable de réagir, si j'avais pu, je sais pas quoi, être auprès d'une personne que j'aime qui est à 300 kilomètres et qui est décédée subitement, personne ne pouvait pas. Donc, il y a un moment où il faut bien comprendre où se situe la personne. Si c'est dans un reproche qui engage sa responsabilité effective, à savoir, elle aurait pu ne pas. Pu ne pas. Bon, les exemples un peu cons qui me viennent, mais elle aurait pu ne pas dilapider les sous du ménage, elle aurait pu ne pas sortir tout le temps alors qu'on l'attend, elle aurait pu, etc. Si on articule la responsabilité, on va avoir, je dirais, un très très bon dialogue, qui est de dire au fond, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, au fond, pourquoi vous voulez, pourquoi pas? Vous ne faites pas ce qu'il faut alors que vous pouvez le faire. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez à nuire, vous cherchez à vous nuire, vous cherchez à vous faire jeter, vous cherchez à vous faire foutre dehors. On peut avoir là un dialogue très important qui concerne les alibis au sens noble du terme, c'est-à-dire les arguments, si vous préférez, sociaux du sujet. Bon, sociaux, familiaux, affectifs. Et puis à un moment, ça devient assez surréaliste. Si j'avais pu empêcher la catastrophe, mais est-ce que vous auriez pu l'empêcher? Ben non. Là, on peut essayer de raisonner. On peut dire, écoutez, vous n'avez pas à vous sentir coupable, alors que vous n'auriez pas rien pu empêcher, c'est-à-dire quand vous étiez impuissant à tel point, donc, moi je suis impuissant à empêcher la guerre en Ukraine. Maintenant, si je veux donner des sous pour aider l'Ukraine humanitairement, voire de façon belliqueuse, je le fais, mais je ne suis pas coupable de la folie de Poutine. Bon, je ne suis pas coupable du traitement médiatique. Non. Si je me sens concerné, je sais pas, pour faire un geste d'aide, je le fais ou je le fais pas. Je me sens pas coupable de la famine dans le Sud-Soudan, dont personne ne parle, c'est pas de ma faute. Bon. Maintenant, si je vois qu'il y a des organisations qui vont quand même distribuer de quoi bouffer, c'est
ma responsabilité de leur dire, allez-y, je vais vous aider, je vous donne 1 euro, 1 000 euros, 10 000 euros, enfin bon, voilà. Mais, si vous voulez, on pourrait avoir envie de plaindre. C'est jamais une bonne idée. On pourrait avoir envie de plaindre ceux qui se lamentent d'être coupables alors qu'ils ne pouvaient rien faire. Mais au fond, on se rend bien compte que ceux dont ils se plaignent, c'est beaucoup moins moralement de leur inefficacité. Tu aurais dû, tu n'as pas fait, puisqu'ils savent très bien qu'ils ne pouvaient rien faire. Au fond, une certaine plainte d'être dans l'impuissance. La culpabilité, à ce moment-là, est une espèce d'alibi. Enfin, j'emploie des mots qui peuvent être un peu, ça, faire un usage un peu moraliste, et ça, je ne veux pas de ça, mais faut se sentir coupable de ne pas avoir soulagé la misère du monde alors qu'on ne le peut pas, c'est une position qui est à la fois mélancolique, parce qu'il y a des gens qui vont se plaindre, qui vont être mal avec ça, il faut respecter. Voilà. Mais c'est une position qui est une intolérance à notre relative impuissance. C'est-à-dire qu'il faut accepter d'être impuissant devant certaines réalités, ce qui ne veut pas dire qu'il faille accepter d'être les bras ballants. Mais alors, au moment où se produit un tremblement de terre comme en Turquie, moi, je ne suis pas responsable, c'est évident. Mais je ne suis pas les bras ballants. Je peux donner, après coup, un coup de main. Voilà. Donc, vous savez, ça explique aussi pas mal de choses concernant les enfants, qui sont parfois impuissants à soulager la folie des parents, la violence des parents, mais qui se sentent coupables. Qui se sentent coupables, et ça, évidemment, euh, si j'ai un gosse qui se sent coupable parce que son père tabasse sa mère, ou plus rarement, mais ça arrive, sa mère tabasse son père, hein, et ça, c'est dans un sens comme dans l'autre, c'est quand même pas bien. Et je voudrais empêcher ça, je me dis, mais des fois, tu peux pas empêcher ça. Des fois, il faut que tu comprennes que tu peux pas tout empêcher. Qu'est-ce que ça te fait de comprendre que tu peux pas tout empêcher? Et après, si c'est bien goupillé, le gosse, il se projette vers l'avenir. Ben, je peux pas tout empêcher ce qui déconne chez mes parents, mais plus tard, je ferai un couple qui sera meilleur. Voilà. Bon, il ne suffit pas de l'annoncer, on verra bien ce que ça donne devant vos 30 ans, mais grosso modo, ça propulse vers une façon d'idéal. C'est-à-dire, quand on a désamorcé la culpabilité, il y a un truc qui est très simple, c'est qu'on ouvre vers un idéal. J'ai pas pu empêcher le cataclysme, le drame, la violence, mais je deviens quand même quelqu'un de bien à mes yeux parce que je vais réparer les choses, donc je fais un don plus tard, comme disent les gosses, je ferai un couple qui sera à la hauteur, qui n'est pas comme le couple de mes parents. Bon. Ça c'est le schéma, on va dire, général. Bon. Notre réaction à nous, en tant que, à vous, moi je ne suis pas répondant, mais je connais un tout petit peu votre boulot depuis le temps, je ne vous ai pas trop laissé tomber, et vous m'avez fait une confiance qui m'honore et dont je vous remercie. Donc ça baigne. Bon. Votre réaction en tant qu'écoutant, c'est quand même de savoir si cette culpabilité, elle est du côté de la prise du conscience, je déconne, ou du côté de cette mégalomanie, à savoir je voudrais prévenir tous les malheurs du monde, mais j'y arrive pas, mais personne ne peut prévenir tous les malheurs. Et du coup, votre réponse va être différente. Dans le premier cas, la personne qui se nuit ou nuit à son entourage. Bon. Il va dire, j'ai fait le con, ça n'a pas été bien, etc. Votre réponse, effectivement, de l'aider à se responsabiliser. Ça veut pas dire se culpabiliser. Il le fait assez. Et pas en jeter une couche. C'est de se responsabiliser. Dire quels enseignements vous tirez. Ça, se responsabiliser. Tirer quels enseignements? Est-ce que vous pensez qu'il faut réparer? Oui. Et comment? Alors là, effectivement, des fois, les gens vont dire il faut que je répare.
ils vont avoir des solutions masochistes. Vite, faudrait que je me supprime pour que tout aille bien, ça c'est la mélancolie. Vous pouvez en avoir des comme ça. C'est rare. Heureusement que c'est rare. Même statistiquement, ce serait presque étonnant que vous en ayez eu plus de 2 ou 3. Bon. Vu la masse d'appels et le taux de morbidité dans la population, ça je veux dire. Mais vous avez des... Ça, c'est extrême. Il faudrait que je me retire de la scène où j'ai nuit, comme ça tout le monde irait mieux. Non, c'est pas vrai. Ce qui fait que les gens aillent mieux, c'est qu'on reconnaisse ses torts et qu'on les répare. C'est pas qu'on se barre. C'est ça qui fait qu'on va mieux. Quand quelqu'un vous fait du mal et qu'il dit je suis un misérable, je vais m'exiler en terre à délit, ça ne vous répare pas. Quelqu'un vous fait du mal, qui dit mais j'ai fait une connerie, je l'ai fait du mal, je te présente mes excuses, voilà, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire de fort et de raisonnable, non pas pour oublier ce qui s'est passé, mais pour permettre quand même un redémarrage des liens. Pas pour oublier. Si quelqu'un pense que c'est en oubliant le drame que le lien va refleurir, il se met le doigt dans l'œil, mais voilà. Je ne suis pas l'expression, elle est vulgaire, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Et c'est ça, les gens font une connerie, s'ennuient, à l'autre, et il n'y a pas de scène de médiation. Et là, vous apparaissez comme des médiateurs. Bon. C'est-à-dire que vous êtes thérapeutique. Bon. Vous n'êtes pas analytique. Je ne dis pas qu'il faut être analytique. Très analytique, c'est dire, est-ce que vous avez repéré quand même que, assez régulièrement, vous nuisez aux autres, sur tel ou tel plan, c'est pas trop lequel, et on va voir lequel. Et là, à ce moment-là, soit vous arrivez à le traiter à l'échelle de notre plateforme d'écoute, soit vous l'envoyez vers quelqu'un avec qui il pourrait faire un travail. Et il ne faudrait pas non plus que moins coupable, mais plus raisonnable. C'est ça la forme. C'est pas je suis responsable, mais pas coupable. Dire, n'est pas à l'école de Georgina Dufoy qui a disparu des radars et qui, avant de disparaître, a dit une connerie lamentable. Voilà. Rapport au sang contaminé. Je suis responsable, mais pas coupable. C'est juste pour nous de dire moins de culpabilité, mais plus de responsabilité. Pourquoi? Parce que la culpabilité, c'est statique. C'est statique. Ça ne fait qu'appeler le châtiment. Je vous renvoie à notre bon ami Fedor Dostoïevski. Crime et châtiment, ça, c'est une lecture admirable pour qui s'occupe d'une plateforme d'écoute. Et nous, on ne parle pas de crime et de châtiment, on parle du passage de la culpabilité à la responsabilité. Bon. Maintenant, on sait, parce qu'on n'est quand même pas complètement ahuri, enfin, vous ne l'êtes pas du tout, ça peut m'arriver, mais que si quelqu'un se punit à répétition en se nuisant, il y a une racine inconsciente dont il m'étonnerait fort, quelle que soit votre finesse, votre talent, votre disponibilité, qu'elle puisse être mise au clair jour dans une plateforme d'écoute. Donc là, je vous dis, le truc, établissez si la culpabilité est fondée en raison. Que cette personne, finalement, aurait pu faire autre chose que les imbécilités, les trahisons qu'elle se reproche. Quoi, sur la trahison, on pourra en parler des heures. Et deuxième point, évidemment, passer de la culpabilité à la responsabilité. Bon, moi, je crois que le plus intraitable, ça c'est déjà pas mal, vous mettez ça dans votre petite musette. Je crois que le plus intraitable, c'est quand quelqu'un s'accuse, voilà, de délits qu'il n'a pas commis. Et ça, moi, je crois que nous sommes devant la culpabilité inconsciente. Alors, comme je suis malheureusement obligé de vous quitter dans une dizaine de minutes, tout au plus, je vais vous donner de grands repères, tout simplement. La culpabilité inconsciente ne se manifeste pas par la plainte d'être coupable. Voilà. Mais vous la sentez. Mais la culpabilité inconsciente,
C'est-à-dire la culpabilité de, on va y aller comme ça, de ressentir qu'on est fautif alors qu'on n'a rien à se reprocher, voilà, c'est quelque chose qui accompagne une mélancolie de structure. Hein. Alors, il faut être simple. Il faut être simple. Il me reste quatre petites minutes, mais j'y reviendrai puisqu'avec Constance, il a été question que nous parlions de la plainte. Et évidemment, ce sera la suite logique de ce que je vais dire et que je ne fais maintenant qu'introduire. Que la culpabilité inconsciente est liée à des événements où la personne a eu le sentiment de transgresser un tabou, de transgresser un tabou. Alors, et qui sont vécus comme insupportables. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple qui vous permettra de comprendre cette assertion bien trop hâtive et sans doute un peu brusque. Donner un exemple. D'un patient qui veut bien que je dise certains trucs de son analyse sans raconter sa vie ni même son analyse. Je dis ça, c'est peut-être intéressant, un peu exhibe, mais formidable. Il va voir sa mère qui est hospitalisée pour des problèmes cardiaques. C'est un bon fils, il va la voir. Il a raison. Et au moment où l'infirmière lui dit « Monsieur, sortez, je vous en prie, parce que je vais procéder à quelques soins », il est pris d'une impulsion, il ouvre la porte. Il dit « C'est terminé », mais il dit « C'est une impulsion ». Voilà. Et en fait, la mère est assez dénudée. Bon, là, il ferme la porte et il n'arrête pas, c'est comme ça qu'il est venu me voir, de faire des rêves où Benater, il ne connaît pas dans les rêves, n'est-ce pas? On l'emmène à la guillotine, et dans l'imaginaire inconscient, la guillotine, c'est la révolution. On va traîner en charrette à Paris avec une foule de cons qui se réjouit de votre lynchage. Hier, c'était la guillotine, maintenant, c'est les réseaux sociaux, mais c'est le même con. Bon, parce que la connerie, elle est vraiment anhistorique et structurelle. Après tout, il me dit non, mais c'est bien, je n'ai pas voulu, voilà, c'est comme ça, c'est pas malin, je n'ai pas voulu. Mais il a eu le sentiment d'avoir transgressé un tabou. Et moi, quand je lui dis, mais au fond, le fait que vous ayez poussé impulsivement la porte, il y a plusieurs choses. Il dit oui, j'ai entendu un souffle et j'ai cru que ma mère allait mourir. On y va, associe là-dessus. Est-ce que vous aviez le sentiment qu'elle était en danger de mort médicalement? Non, non, je savais qu'elle allait s'en sortir, j'avais vu le médecin avant, il était très rassurant. Bon, je ne vais pas raisonner avec lui pour savoir s'il a transgressé ou pas un tabou. Il présente une culpabilité inconsciente d'avoir transgressé un tabou. Donc, j'essaie de voir à quoi cette scène, après tout, c'est une scène qui arrive assez couramment dans les hostos, le renvoie. Alors, cette culpabilité inconsciente, elle n'est pas reconnue, elle est réprimée, mais ce n'est pas parce qu'elle est réprimée qu'elle est inefficace, qu'elle est inoffensive. Et elle se manifeste assez généralement par un remords, un sentiment d'indignité. Un sentiment d'indignité. C'est-à-dire que le type est venu me voir, parce qu'il est quand même assez dans la réalité. Il est venu me voir sur les conseils d'un copain à lui qui se trouve être un psychiatre que je connais très bien, que j'ai toute confiance, parce qu'il se disait, après ça, moi j'ai demandé un arrêt de travail, mais c'est un moment où je pouvais avoir une promotion très importante. Il est dans un gros boulot, il pouvait avoir une promotion de responsabilité internationale, enfin pas un truc pas mal, quoi. S'occuper de voyages, voyager, etc. Il me dit, je me suis mis en état de peut-être
ne pas prendre ce poste où je pouvais voyager. Moi, je lui dis: «Mais vous avez bon, c'est vrai que vous êtes rentré dans la chambre de votre mère, la chambre de votre mère. Enfin, c'est quand même pas là qu'elle vous a fabriqué. Elle avait fait du bien, cette remarque de bon sens et je lui dis: «Mais assez bizarrement, vous êtes en train de vous mettre en situation de ne plus pouvoir voyager. Alors que si vous voyagez, vous pouvez aller voir ce qui se passe ailleurs». Alors j'ai envie de vous dire que ça l'a remis sur pied et qu'il a eu sa promotion, même si ça a retardé son entrée à la continuation de son analyse parce qu'il avait une grosse mission en Afrique du Sud pendant 2 mois. Quand il est revenu, il a continué. Bon, c'est une histoire, si vous voulez, qui semble un peu abracadabrante, mais les psychanalystes en ont toujours plein leur petite 5e liste de ces histoires-là. Mais si j'essaye d'en tirer un enseignement qui vous concerne, n'êtes pas psychanalyste, en tout cas même si vous l'êtes pas en tant qu'écoutant, on voit très bien qu'un sentiment de culpabilité inconsciente est lié à l'idée qu'on a transgressé un tabou, pas simplement fait une faute. Un tabou donc qui a à voir avec la sexualité, avec la mort, et que cette transgression d'un tabou, eh bien, ça vous cloue sur place. Ça vous cloue sur place. Dans une accusation contre vous-même, ou comme dans un traumatisme, vous êtes cloué sur la scène de la transgression. Vous avez été cloué sur cette scène où il ouvre la porte, où effectivement quelque chose de son angoisse de mort, est-ce que ma mère va mourir, il faudrait qu'elle me voie avant qu'elle meure, sert aussi de prétexte, mais de prétexte, pas de mauvaise foi, de prétexte qui avance le texte. Parce que qui veut que sa mère le voie avant qu'elle ne meure, c'est un vœu que peuvent avoir tous les enfants qui aiment à peu près correctement leurs parents, mais qui n'avaient pas sa raison. Je parle de raison. Il n'y a pas que la raison qui nous guide. Il n'avait pas sa raison d'être en fonction des paroles extrêmement rassurantes qu'il avait entendues de la part du médecin. Bon. Donc voilà un exemple où, dans la culpabilité, il y a un sentiment d'indignité personnelle. Alors, quand vous avez c'est ça qui est pratique pour vous, c'est pas tellement ce que je viens de raconter. Ce que je viens de raconter, c'est comme un impromptu qui sert en quelque sorte de prodrome, de préambule à ce qui va suivre et qui est peut-être plus immédiatement accessible et par vous utilisable. C'est que quand vous avez des gens qui se plaignent avec un fort sentiment d'indignité, un reproche de soi, un remords, heu, un inconfort lié finalement à cette façon de se faire un juge sans avocat, vous avez évidemment et ça peut être utile et ce n'est pas malvenu, mais ça peut tourner court. Quelqu'un qui se parle à lui-même comme s'il était un juge, vous dit: «Ben, je vais faire l'avocat». Bah, normal. Voilà, vous allez lui dire: «Mais mon petit bonhomme, c'est normal d'être inquiet quand on a une maman qui est sur un lit d'hôpital, c'est normal, on perd la notion du temps, vous n'avez pas à vous en faire». Bon, ça peut rassurer, ça fait pas de mal, mais on n'est pas dans le cœur du problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur une plateforme avec cette culpabilité inconsciente? Bah, je crois que faire l'avocat, ce n'est pas une mauvaise chose, mais là où vous pouvez, faire autre chose que l'avocat, oui, c'est pas mal ça, hein. C'est au fond quand vous voyez que cette culpabilité inconsciente fait que la personne commence à se nuire. Comme par exemple ce type qui dit: «Non, je suis pas digne de recevoir cette promotion». Ouais, il a gagné 800 balles, il a gagné 800 balles de plus par mois. Bon, le fric, c'est je considère que pour les gens, c'est important, pour moi aussi. Bon, enfin, un type qui me dit: «Moi, je préfère vivre heureux avec peu que riche avec beaucoup», pas non plus lui dire: «Vous êtes dingue». Je peux le comprendre, mais là, bon, c'était important. Donc, je crois que oui, c'est ça, voyez comment cette culpabilité inconsciente peut faire en sorte que la personne va se nuire. Et là, je pense que sans être analyste, vous pouvez faire preuve d'un peu d'humour, parce que l'humour, ça aide beaucoup. L'humour, ça aide beaucoup, hein. Quand j'ai dit à ce type: «Et si vous obtenez ce poste, vous pouvez enfin aller voir ailleurs», je vais vous dire qu'il a rigolé. C'est pas digne du Canard enchaîné, ni de l'Almanach Vermont, mais ça fait de l'humour à 2.
Donc, je résume. Culpabilité consciente, toujours retoquer le problème. Mais pourquoi vous vous nuisez? Culpabilité inconsciente, comprendre qu'au-delà du reproche, peut-être justifié, il y a un reproche irrationnel, à savoir, vous êtes irréprochable et être tout-puissant. Voilà. Et donc là, il faut dégonfler ce narcissisme qui est mauvais, qui fait souffrir. Parce que si on est coupable de ne pas être tout-puissant, on est coupable tout le temps. Et puis voir par quels symptômes d'anxiété, d'autoreproche, d'insomnie, ce sentiment de culpabilité inconsciente exerce son emprise et sans doute prendre le temps d'explorer au fond ce qui a aux yeux de la personne valeur de transgression par action ou par pensée. Voilà à peu près des repères. Il reste exactement 4 minutes avant que j'ai mon patient, donc 4 minutes, mais vous inquiétez pas, je ne vous abandonne pas en race campagne, puisqu'on reprend cette question de la plainte, qui c'est absolument bienvenu, n'est-ce pas, de considérer que nous avons ouvert le premier trimestre, la première séance pour parler de la plainte. Moi, je serais assez d'accord pour vous retrouver finalement, ça va faire dans un mois, hein, le 14 mars à 19h sur la plainte, si ça vous convient. Voilà. Je vous écoute. Merci, Olivier. Alors, je peux prendre une question avant de recevoir mon patient. Alors, qu'est-ce qu'il souhaiterait? N'oubliez pas juste que j'ai coupé vos micros pour qu'Olivier puisse faire sa présentation. Donc, si vous voulez poser votre question, de rallumer le micro. Sinon, on ne va Voilà. pas vous entendre. J'ai une question aussi parce que dans la vie, il y a aussi des fois on fait des choix, on est obligé d'être amené à faire des choix. Et j'ai l'impression que quand on fait un choix, il y a une prise de risque quand même. Forcément, il y a une perte d'un côté. Vous voyez? Et d'avoir, voilà, on ne sait jamais trop la trajectoire, si elle va être la bonne ou pas. Et il y a aussi ce côté-là où effectivement la culpabilité d'avoir fait un choix à un moment qui n'était peut-être pas le bon, quoi. Mais sans pouvoir non plus deviner que c'était un mauvais choix ou un bon choix finalement. C'est là sans doute où il y a la part d'impuissance. Bah, si vous voulez, moi, non, c'est génial ce que vous dites. En tout cas, c'est vachement utile. Alors, il ne faut pas opposer la toute-puissance à l'impuissance. Vraiment, tout ce qui est le tout ou rien, ça ne convient pas. On peut avoir la puissance de modifier sa vie sans avoir la toute-puissance de prévoir tout ce que ça va donner. Hein. Et je pense du reste que, j'inverse, que si on se dit, c'est en pouvant prévoir tous les risques que je vais m'engager, on ne s'engage pas. C'est en pouvant prévoir toutes les conséquences de mon acte que je vais pouvoir agir, on n'agit pas. Mais pour autant, même si c'est impossible de pouvoir prévoir, on va essayer, évidemment, de situer ce que l'on ne veut pas engendrer dans cette décision ou dans cet acte. Je crois que c'est important. Alors, je pense que ma réponse à votre question, réponse qui n'épuise pas la profondeur humaine de votre question, mais qui donne peut-être un petit baromètre logique, c'est qu'effectivement, quand on est trimballé du côté de la culpabilité inconsciente, on est toujours en termes de soit je suis tout-puissant, soit je suis impuissant. Si je ne suis pas tout-puissant à sauver le monde, alors je suis impuissant. Et je suis coupable d'être impuissant, donc fondamentalement, je suis coupable d'être dans la situation, dans la scène du monde, etc. Donc, si l'on veut calmer les effets délétères, les effets mauvais, j'ai mon jargon, excusez-moi. Si on veut calmer les effets nocifs d'une culpabilité inconsciente, notre travail, c'est autant que l'on peut le faire, de désarmer l'étau dans lequel cette culpabilité inconsciente nous en sert, à savoir le tout ou rien. Soit je suis tout puissant, soit je suis impuissant.
Merci en tout Voilà. cas pour cette présentation et cette petite, On petit continue, point. on la continue parce que il y a beaucoup de choses à creuser encore. Donc, est-ce qu'on est d'accord ou est-ce qu'il faut que ce soit Oui, confirmé on est pour le d'accord pour le 14 à 19 h. D'accord, toujours le même truc. Si c'est enregistré, moi, tant mieux, Oui, parce que ça nous fait une petite bibliothèque, comme des nœuds au mouchoir. Et encore une fois, c'est dans la confidentialité d'une équipe de travail. Hein. Dans toute exactement. équipe de travail, comme à l'hosto, on a des réunions, puis ça ne sort pas des murs. Mais on est bien d'accord. Je sais que vous le savez, et que c'est même parce que vous le savez que vous pouvez parler avec le plus de liberté possible. Alors, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. Au revoir. Merci Au revoir. Olivier.